Donc la Corse est la capitale de la criminalité, mais elle est aussi la capitale de l'impunité. Et en dehors de cette analyse-là, qui fait que je répondais récemment à un procureur en Corse, vous savez, c'est assez indicatif. J'étais chez moi à la télévision, je regarde rarement la télévision. Ce soir-là, il y avait le procureur général de la Corse qui disait à la télé, bah écoutez, la justice, d'accord, on veut bien reconnaître qu'en Corse, il y a une forme d'inefficacité, mais quand même, vous savez, la Corse, c'est quand même incroyable, parce que comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Il y a en Corse plus d'armes qu'au Texas. Il n'y a qu'au Texas que vous avez... Quand j'étais chez moi, ça m'a fait réagir. J'ai dit, je vous ai parlé de mon village, j'ai dit, mais c'est quand même incroyable, autant d'armes comme Texas. Alors vous allez faire comme moi, vous allez regarder sur Internet, vous allez regarder les chiffres de la criminalité. Je rentre chez moi et je regarde que Corse, donc je regarde d'abord Texas, 97 armes pour 100 habitants. Effectivement, direz-vous, il y a trop d'armes ici et partout. Hein. Et donc Texas, 97 armes pour 100 habitants. Europe, 14,7 armes pour 100 habitants. Europe, moyenne européenne. Corse, 14,6 armes pour 100 habitants. Je me dis, tiens. Suisse, 46 armes pour 100 habitants. Donc moi qui suis un citoyen qui paye ses impôts, qui fait partie des justes qui en Corse dorment très très mal, parce que dans les sociétés de souffrance, ce sont les justes qui dorment mal, et qui vivent mal, et qui entend le procureur, qui est censé être, lui, la première personne qui incarne la justice sur le territoire, je me dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Donc je lui réponds par voie de presse. Il n'y a pas un seul journaliste qui note des énormités de ce type. Pas un qui le relève. Il n'y a pas un mec qui, le lendemain, y compris les journalistes qui l'interviewent autour de la table, qui note. Croyez-vous que le procureur ait pris la peine de répondre à un artiste de variété qui pose une question comme cela? Non. C'est mis au crédit, d'ailleurs, de la Corse, du construit, de la propagande. Et bien évidemment, vous avez compris que l'imaginaire du Texas, si je vous dis le Texas, dans nos têtes, à juste ou à pas juste écho, vous voyez ce que ça veut dire. Donc, c'est ce construit qui est en permanence alimenté, nourri, cette propagande qui passe par chacun de nous, qui fonctionne à merveille. Et l'objectif final, c'est de dire, ils ne sont pas comme nous, c'est instaurer la peur. Et si, vous savez, entre celui qui fait peur, celui qui a peur, celui qui est méprisé, il y a très très peu de chances que les uns et les autres se mettent autour d'une table pour dialoguer, pour construire autre chose, pour imaginer autre chose. Mais par contre, ce que mon métier, moi, m'apprend en chantant sur toutes les scènes du monde, en France continentale, dans toutes les scènes d'Europe, c'est que justement, les Européens que nous sommes n'ont plus envie de voir les Corses dans ce portrait robot que l'on fait d'eux, et qui est une très très belle manière pour ensevelir et pour évacuer les véritables questions. Et les Corses eux-mêmes n'ont plus envie de voir tous les Européens, et bien sûr leurs frères continentaux, dans cette image de l'ennemi, de l'adversaire à abattre, de l'État colonial, de à mort les Français, etc. Et ça, je crois que c'est un scénario d'espoir. Et là, la non-violence, mais elle ouvre un boulevard extraordinaire. Et moi, quand je vais voir des jeunes lycéens en Corse, ou à Marseille d'ailleurs, mais quand je vais les voir en Corse et qu'ils me disent « Jean-François, tu peux dire ce que tu veux, ils ne peuvent pas nous voir », ça m'interpelle profondément. Parce que c'est une marque vertigineuse de la souffrance. Et je me dis, mais si des jeunes de 14 ans disent « ils ne peuvent pas nous voir », c'est qu'il y a une souffrance profonde. Qui? Ils. Les médias, la France, les Français, qu'est-ce que j'en sais? Les autres. Bon. Vous imaginez bien, pour des jeunes qui n'ont pas eu la même chance, je suis la dernière génération de ceux qui ont pu être bilingues à 5 ans, qui est une formidable ouverture d'esprit, qui est une formidable ouverture sur le monde. Si je parle 5 langues aujourd'hui, je le dois à ce bilinguisme précoce que je souhaite à tous les enfants du monde et que je souhaite en particulier aux enfants de France, qui ferait bien de se réconcilier avec sa propre diversité linguistique, c'est-à-dire avec elle-même. Et donc la langue corse dont je parle, qui a été interdite à l'école et à l'église, n'est pas pour moi la langue de l'enfermement, elle est la langue de l'ouverture, de l'enrichissement, de la manière de voir le monde. Savez-vous que par exemple en langue corse, quand vous dites « je suis chez moi », en langue corse vous dites « son toi-même », je suis sur moi. Ce n'est pas le même rapport à la terre. C'est un rapport à la terre beaucoup plus amazonien, beaucoup plus amérindien, que ne l'est ce rapport « j'ai acheté, c'est à moi, je clôture et je m'en vais ». Alors bien évidemment, quand vous avez grandi dans ces villages-là
et que le dernier qui arrive dans un village qui est ouvert à tous, y compris aux animaux, la seule idée qu'il a, c'est de clôturer son petit parc et de mettre un mur de 2,50 m, vous comprenez plus, quoi. Il y a quelque chose qui dysfonctionne. Vous n'êtes plus dans le même endroit. Et c'est extrêmement, non pas condamnable, mais c'est extrêmement vulgaire. Parce que vous faites table rase là de toutes les subtilités du vivre ensemble, de la richesse du vivre ensemble, du respect du vivre ensemble. Et cette langue, elle est fondamentale dans sa manière de structurer ce vécu-là, de le vivre ensemble, de l'alimenter et de le nourrir, et surtout de le partager avec les autres. Savez-vous que si demain, dans n'importe quel village, moi, j'ai grandi avec un Marocain, des Marocains qui vivaient dans le village, chez moi, ils ont mangé des centaines de fois à ma table, à la table de mes parents. Le Marocain au village, on l'a toujours appelé au Marocain, le Marocain. Ce n'était pas parce qu'on le refusait, c'est parce qu'on ne pouvait pas imaginer que quelqu'un qui est Marocain se dise « Non, je suis Corse ». Mais non, moi je suis Corse, où que j'aille dans le monde, je suis Corse. Je suis Européen, je suis Français aussi, mais je suis Corse aussi. Et si on me demande de choisir, c'est comme si on me demandait de choisir entre mon père et ma mère. Je n'ai pas envie de choisir entre mon père et ma mère. Parce que les deux sont consubstantiels à mon existence. Et donc, ce schéma-là, donc le Marocain, il restait le Marocain. Alors bien évidemment, aujourd'hui, on vous dit, c'est un modèle d'intégration assez original d'ailleurs. Vous restez le Marocain, mais vous êtes à ma table. Vous partagez les joies, partagez les peines. Votre grand-mère meurt, je suis là pour chanter des polyphonies. Tiens, vous êtes musulman, mais ah non, mais on chante quand même, on partage. Et dans ce vécu-là, vous voyez bien toutes les subtilités, toute la modernité. Je parlais récemment avec un chauffeur de taxi, d'ailleurs, qu'on devrait très souvent inviter davantage pour les campagnes électorales. Et je te laisserai la parole après, ou je vous la laisserai. Ici à Paris. Alors je lui dis, alors vous êtes arrivé comment? Il dit, moi je suis guinéen. Bon. Je lui dis, alors comment ça s'est passé votre arrivée à Paris? Il me dit, je suis arrivé à Paris, vous savez, je suis arrivé là, j'ai pris un billet, j'ai travaillé 2 ans pour payer un billet pour arriver ici. Oui. Il dit, je suis arrivé à Roissy un soir. Bon, j'ai pris un truc, je suis venu, j'ai abouti Gare du Nord, minuit et demi. Bon, j'ai dit alors, j'avais un film devant les yeux, c'était merveilleux. Hein. Et j'ai dit alors, il dit, j'ai cherché un lieu pour dormir, je suis sorti, j'ai regardé les hôtels, 120 €, 80. J'ai dit, c'est pas pour moi. Hein. Non. Il dit, je suis revenu dans la Gare du Nord, là j'ai vu qu'il y avait des gens qui trouvaient des coins pour dormir. Ah bon. Il s'appelait Julius. D'ailleurs, un jour vous tomberez sur lui, tant pareil. Et il me dit, alors j'ai fait comme les autres, j'ai pris mon sac à dos, dedans j'avais 500 $, j'avais un papier, et j'avais mes petits trucs, il dit, j'ai dormi avec ça. Il dit, à 2 h du matin, je me commençais à m'endormir, il y a un mec qui est venu, il m'a volé le sac. Oh. Il dit, j'étais catastrophé, j'en pouvais plus. Ah, il dit, bon, j'ai attendu 5 h du matin, 5 h du matin, ça commençait à s'animer un peu. Il dit, j'avais la bouche pâteuse, j'ai vu des trucs qui ouvraient, j'ai été demander un verre d'eau. Impossible de trouver un verre d'eau. Un verre d'eau. Juste pour... Non, pas de verre d'eau. Ok. Les gens à 5 h du matin ont leurs occupations et ça aurait pu être moi, conditionné par les réalités d'aujourd'hui, qui aurait fait la même chose, qui aurait refusé ce verre d'eau, figurez-vous. Donc je ne juge pas, je ne culpabilise pas. Il dit alors je suis sorti dans la rue. J'ai marché dans la rue, j'ai commencé à taper aux grandes portes. Parce que pour un Africain, toutes les portes où on tape, théoriquement, ça s'ouvre. Il dit il n'y a personne qui ouvrait. Bon, bref. Il dit après, je voyais des endroits où je pouvais rentrer, on me disait, j'entendais dégage. Il dit moi je croyais que ça voulait dire bonjour. Bon, bref. Enfin, je vous raconte ça pour vous dire que la plus petite unité de la mutualité dans la société humaine, c'est le verre d'eau pour moi. Oui, le verre d'eau, c'est rien un verre d'eau. Eh bien, dans nos sociétés modernes, on ne le trouve plus le verre d'eau aujourd'hui. Et j'ai envie de vous dire, s'il y a quelque chose que vous trouvez chez tous les paysans du monde, dans tous les villages du monde, qui est 30, 40 ou 50 habitants, vous tapez à n'importe quelle porte, ce verre d'eau et plus, vous le trouverez. Vous trouverez le café, vous trouverez la chaise, vous trouverez le bout de pain, vous trouverez rien, vous partagerez le peu, mais vous l'aurez. C'est cette modernité-là qui vous porte justement à dire que ces racines-là, elles sont précieuses non pas pour un Corse, mais pour l'humanité. Et pour conclure, j'ai envie de vous dire que plus vous avez ces racines-là, moins vous êtes raciste. Plus vous êtes ouvert. Plus vous ouvrez les bras. Et plus vous êtes dans la mutualité, c'est-à-dire comprendre ce qui vous arrive, y compris collectivement. Et la Corse est une société qui justement nous interroge là-dessus. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui s'est passé entre 1755, où la Corse était la gloire de toute l'Europe, je vous signale. Voltaire disait « toute l'Europe est corse ».
Jean-Jacques Rousseau écrivait un projet de constitution à la demande de Pascal Paoli en disant un jour, s'il est un territoire capable de législation et de liberté, c'est bien l'île de Corse. Mirabeau disait quelque temps après, ma jeunesse a été soudoyée par la conquête de l'île de Corse. Les officiers français qui ont participé à la conquête de la Corse, eux-mêmes disaient dans certains témoignages, ce que nous avons fait en Corse était incompréhensible et insupportable, quand ils devaient s'engager quelques années plus tard pour la Révolution française. Donc, c'est à la fois nommer cette vérité. Qu'est-ce qui s'est passé depuis cette époque-là et aujourd'hui, en 2014, où l'image de la Corse est quelque chose est un portrait robot qui fonctionne dans tous nos inconscients. Et qu'est-ce qu'il s'est passé entre ces 2 siècles-là, de 1755 à aujourd'hui, pour que nous en soyons là, pour qu'il y ait un tel gouffre d'ignorance, d'incompréhension, de méconnaissance. Là, ça m'interroge. Je crois que dans cette revue-là, il y a quelques éléments de réponse. Et j'ai envie de vous dire que si elle a un mérite, cette revue-là, c'est qu'elle a l'envie d'embrasser non pas une moitié de la vérité, celle qu'on nous offre à tous quand la Corse est dans les faits divers. Vous savez, comme vous êtes présenté toujours, vous me direz que le phénomène des banlieues, c'est un peu pareil. On vous présente toujours dans la catégorie des faits divers. Moi, quand on tue quelqu'un en Corse, il y a X journalistes qui m'appellent pour me dire, alors, est-ce que vous souhaiteriez venir en plateau pour parler de... par contre, si je sors un album, si j'essaie de dire des trucs intelligents ou si je participe à Alternative non violente, là, il y a beaucoup moins de temps de cerveau disponible pour ce genre de scénario. Mais c'est un phénomène qui n'est pas exclusif à la Corse. Le temps de cerveau disponible du monde, l'attention du monde, sur quoi nous focalisons nos énergies, sur quoi elles sont détournées aujourd'hui, vous le voyez bien, hein, lisez la presse, vous voyez bien, hein, c'est la vulgarité qui prend le haut du panier, c'est le futile, c'est les petits feuilletons là, qui passent de l'un à l'autre. Et donc, séparons-nous bien, divisons-nous bien, et que ne vienne à l'idée de personne d'ailleurs qu'aujourd'hui, la question que pose la Corse, ce sont des questions planétaires. Et ça, c'est un espoir extraordinaire. Perdre son âme, c'est une question qui nous concerne tous ici. Garder sa langue, sa culture, son enracinement à un territoire, c'est ce qui nous concerne tous ici. C'est là où la Corse est intéressante et où les petits territoires du monde, qu'ils soient d'ici, d'ailleurs, d'Amazonie, ils viennent apporter un message au monde aujourd'hui. En disant, nous ne voulons pas être que consommateurs et spectateurs. Nous ne voulons pas être que des feuilles mortes portées par le vent d'une crise indéfinissable. Nous voulons être aussi acteurs. Et ce dont la non-violence nous équipe, c'est ça. Et j'ai envie de vous dire que la Corse est de ce point de vue-là, pour nous qui y vivons, pour vous qui l'aimez sans doute, pour vous qui la visitez, pour vous qui en entendez parler, j'ai envie de vous dire que si on nommait simplement la vérité et si on regardait les choses, il y a un merveilleux laboratoire à comprendre, à déchiffrer, à discerner. Et voilà. Et cette revue-là, à sa manière, j'ai envie de vous dire, c'est le premier tiers qui existe entre cette pensée unique sur la Corse, qui fonctionne à merveille d'ailleurs, hein. C'est automatique, les mots tombent automatiquement. Il y a d'ailleurs quelques dessins humoristiques qui le disent parfaitement. La Corse, c'est omerta, vendetta, etc. Omerta, vous savez, moi j'ai envie de vous dire que l'omerta officielle est beaucoup plus importante que l'omerta de celui qui malheureusement n'a pas grand-chose à dire sur un crime dont il a vu à peine la moto, et qu'il est bien vulnérable celui-là malheureusement. Et dans sa vulnérabilité, il a envie de dire, mais j'aimerais bien que la vérité explose, éclate au grand jour, et que cette vérité-là, elle a beaucoup de mal à éclater au grand jour, quoi. Et c'est cette jonction entre un territoire de souffrance, de mensonge par omission. Il y a entre, et au sujet de la Corse, un immense mensonge par omission. On dit, les uns disent la moitié de la vérité, mais ne disent pas l'autre partie, et les autres ont tendance par dire, bon écoutez, nous on est en colère, on a choisi des moyens qui sont certes pas nobles, mais... Et j'ai envie de vous dire que nous croyons profondément qu'entre les deux, il y a un point, il y a une voie à ouvrir. Et la non-violence, c'est tout à fait cette direction-là qu'elle donne, et en ce sens-là, c'est un immense, immense espoir.